Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue au Mémorial de la Shoah pour cette rencontre organisée à l'occasion du 80e anniversaire de la révolte du Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau qui s'est déroulée le 7 octobre 1944. Le Sonderkommando était composé d'hommes juifs, dans leur écrasante majorité, qui étaient contraints par les SS de procéder à une série d'opérations précédant ou suivant l'extermination, comme l'accueil des déportés sur le site, la collecte de leurs biens, l'extraction des corps des chambres à gaz et l'enfouissement ou la crémation des corps. Discuter de la révolte du 7 octobre 1944 nous permet de rappeler que, contrairement à une idée largement encore répandue, les Juifs ne se sont pas laissés mener comme des moutons à l'abattoir, selon la formule consacrée, et que des actes de résistance ont existé. Cette résistance avait plusieurs visages. Elle pouvait être spirituelle, culturelle, politique, individuelle ou collective. Et l'engagement des Juifs contre les nazis s'est également manifesté par les armes. En France, on pense aux combattants communistes versés dans les groupes FTP et MOI, dont les membres étaient majoritairement juifs. Ailleurs, on pense bien évidemment à l'insurrection du ghetto de Varsovie au printemps 1943, mais des soulèvements ont eu lieu dans d'autres ghettos et jusque dans les centres d'extermination. Alors, si la révolte du Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau a échoué, rappelons que celle de Treblinka, le 2 août 1943, et celle de Sobibor, le 14 octobre de la même année, ont permis à des centaines de Juifs de s'échapper et, pour une partie d'entre eux, de survivre à la guerre. Discuter de la révolte du 7 octobre 1944 est également une porte d'entrée pour parler du quotidien des hommes du Sonderkommando, témoins directs du processus d'extermination pour lequel il subsiste encore un certain nombre d'idées reçues et de stéréotypes. À ce titre, je vous informe que nous préparons actuellement avec Tal Brutman, en partenariat avec le musée d'Auschwitz, un colloque international sur les groupes de travailleurs juifs qui, dans les autres centres d'extermination, effectuaient les mêmes tâches que les hommes des Sonderkommando d'Auschwitz-Birkenau. Ce colloque se tiendra les 18 et 19 mai 2025. Alors, pour discuter de la révolte du 7 octobre 1944, nous avons la chance de réunir aujourd'hui 3 historiens spécialistes d'Auschwitz. Igor Bartosik, historien au musée d'Auschwitz, auteur d'un ouvrage sur le sujet, publié en polonais et en anglais et traduit en français sous le titre « La révolte du Sonderkommando », qui a été publié par la Fondation Auschwitz à Bruxelles. L'historien Tal Brutman, dont je cite le dernier ouvrage paru au Seuil, un album d'Auschwitz, « Comment les nazis ont photographié leurs crimes ». Enfin, l'historienne Annette Wiewiórka, qui nous fait le plaisir de modérer cette rencontre et qui est l'auteur notamment de Auschwitz, 60 ans après, publié chez Robert Laffont. Annette, je te cède la parole pour cette discussion. Tal. Je disais donc que le 7 octobre 1944 est très largement effacé dans notre présent, j'ai bien peur qu'il le soit dans nos mémoires, par le 7 octobre 2023. Qui a vu le plus grand massacre de Juifs se dérouler en Israël, le plus grand massacre de Juifs depuis la Shoah. Mais l'histoire est toujours importante, donc c'est bien d'être là pour commémorer cette révolte. Les Sonderkommando ont eu mauvaise presse pendant très longtemps, et tellement mauvaise presse qu'on a peu évoqué leur histoire. Les choses ont largement changé avec le procès Eichmann et puis après qu'un certain nombre de personnes aient rendu un hommage à ces Sonderkommando. Je pense notamment à Claude Lanzmann, puisqu'il y a l'entretien dans Shoah de Philippe Müller et il y a ce désir
enfin, cette volonté de Claude Lanzmann de se placer au plus près de la machine de mise à mort. Et puis je pense aussi au film Le Fils de Saul, qui montre en fait deux des modalités de la résistance de ces Thunder Commando, c'est-à-dire à la fois la révolte qu'on commémore, mais aussi le témoignage par la photo. La photo, c'est peut-être ça qui lie nos deux intervenants, Tal Brugmann, dont Julie vient de rappeler qu'il avait publié avec deux collègues allemands un livre sur l'album d'Auschwitz, sur les photos qui ont été prises à Auschwitz, et Igor Bartosik, qui s'est beaucoup servi pour écrire sur la révolte de la série de photos aériennes. Donc, c'est peut-être ça qui les relie, c'est la photo comme témoignage, les témoignages des Thunder Commando. Ici même, nous avions évoqué il y a quelques mois le dernier en date des publications qui était le témoignage de Nadjari, qui a été publié avec tout un... Enfin, les témoignages de Nadjari avec tout un appareil critique. Mais je crois que l'originalité du travail d'Igor Bartosik, outre l'usage de la photo, c'est d'avoir changé le point de vue, c'est-à-dire travailler sur le Sonderkommando à partir des dossiers de SS et pas simplement à partir des témoignages de détenus. Donc ma première question que je poserai d'abord à Igor, qui doit nous quitter très très rapidement à 3 heures, parce que ce matin il était à Cracovie et ce soir il dormira, enfin il était à Auschwitz, et ce soir il dormira aussi à Auschwitz. Donc il a fait un aller-retour pour venir vous parler. Donc, mais il est obligé de partir à 15 heures. Donc je lui pose d'abord cette question. Qu'est-ce que ça veut dire Sonderkommando? Puisque textuellement, ça ne veut rien dire. Ça veut dire commando spécial. Ça ne veut rien dire. Donc comment vous expliquez le terme de Sonderkommando? Sonderkommando, czyli komando specjalne. Sonderkommando, soit un commando spécial dans les conditions d'Auschwitz, c'était une équipe, un commando, duquel il n'y avait qu'une seule issue pour les prisonniers, c'était la mort. La mort soit immédiate, en cas de refus, de travailler dans les chambres à gaz, ou bien une mort plus tard, lorsque ces prisonniers ne seraient plus utiles, lorsqu'ils ne seraient plus utiles au SS. Messieurs, dames, permettez-moi de commencer par une citation. C'est une citation qui prévient d'un manuscrit Samuel Leventhal qui a été découvert après la guerre. Et M. Leventhal, comme les autres membres du Sonderkommando, ont laissé des notes, comme M. Gradowski. Et ils étaient parfaitement conscients de se trouver dans un endroit tout à fait exceptionnel du point de vue de l'histoire. Leventhal écrit avec une honnêteté frappante de pourquoi existent les membres du Sonderkommando et comment ils vivent. Écoutez ces 4 phrases. Tout le monde a le désir de vivre et de survivre. Un homme se dit toujours qu'il ne s'agit pas de sa propre vie, de sa propre personne, mais qu'il s'agit d'œuvrer pour le bien commun. Il faudrait survivre pour une raison ou l'autre. Et en cela, l'homme trouve plusieurs motivations. Mais la vérité est qu'on veut vivre à tout prix. Car tout ce à quoi l'homme est lié, c'est lié à sa vie. Sans la vie, il n'y a rien. Messieurs, dames, un prisonnier que j'ai connu personnellement, étant donné que je travaille pour le musée depuis plus de 30 ans, je fais partie de cette génération de personnes qui ont encore connu les membres du Sonderkommando ou d'autres prisonniers survivants. Et M. Pachua, à la question du travail pour le Sonderkommando dans les crématoriums, a dit que c'était la plus grande horreur qui puisse être faite à l'homme, de l'arracher à la vie et de tout de suite le jeter au fond de l'enfer. Il n'y avait pas de choix.
J'ai été proche d'un ancien membre de Sonderkommando, Henrik Mendelbaum, qui a dit plusieurs fois que s'il avait su, il aurait refusé de travailler. Mais il était conscient que s'il ne commençait pas à jeter des gens dans le feu, les SS l'auraient mis à terre et fusillé. Il avait 21 ans et il s'est dit qu'il allait essayer de survivre, ne serait-ce que pour pouvoir témoigner par la suite de ce qu'il a vu de ses yeux et que l'humanité puisse en tirer un apprentissage. Les Sonderkommando, selon mes études, ont représenté environ 2000 personnes qui ont travaillé dans les crématoires, des gens qui n'avaient pas le choix, qui ne pouvaient que travailler et attendre le moment qui leur apporterait soit la mort, soit la libération. Ils ne restaient pas les bras ballants, ils étaient conscients que personne ne les sauverait, que eux-mêmes, seuls, pourraient trouver leur salut. Et c'est pour ça qu'ils ont commencé un travail clandestin. C'est pour ça qu'ils ont fait cette révolte du 7 octobre que nous allons commémorer demain. Excusez-moi. Il y a donc ce Sonderkommando ou ces Sonderkommando, puisqu'il y a plusieurs chambres à gaz crématoires d'Auschwitz, ou plus exactement de Birkenau, mais sur lesquels on reviendra. Mais je vais d'abord demander à Tal si l'existence de ces Sonderkommando, c'est-à-dire de ces détenus prélevés lors de leur arrivée pour finalement être au plus près de la machine de mise à mort et faire les opérations que Igor a décrites, si c'était une particularité de Birkenau ou s'il y a eu ailleurs d'autres Sonderkommando et si ces Sonderkommando se sont aussi appelés Sonderkommando. Alors, de fait, la particularité, c'est que le Sonderkommando, le terme, n'existe qu'à Auschwitz. Par contre, un peu partout, il y a eu des équipes de détenus juifs, ou essentiellement juifs, qui ont été constituées pour s'occuper de la gestion des corps ou alors de l'ensemble du fonctionnement secondaire des centres de mise à mort. Quand je dis l'ensemble du fonctionnement secondaire, c'est qu'il y a une chose très importante qui a pesé sur la représentation du Sonderkommando à partir de la fin de la guerre, c'est l'idée qu'ils participaient à l'assassinat, ce qui est totalement faux. Les membres du Sonderkommando n'ont jamais participé à l'assassinat. Ils étaient chargés d'opérations avant ou après, mais l'assassinat est le seul fait des SS ou des collaborateurs des SS, comme les Travniki, les gardes lituaniens ou ukrainiens. Il est coupé ton micro. Je dis ce qui veut dire en clair que ce sont les SS qui portent la mort, soit en mettant le cyclone B, soit avec d'autres moyens. C'est ça que tu veux dire. Les SS sont les seuls à tuer. À Auschwitz, à partir de fin 41, début 42, quand la première chambre à gaz qui est au camp 1 d'Auschwitz, au Stammlager, commence à fonctionner, très rapidement, ils vont désigner, mais ça je vais laisser Igor en parler ensuite, ils vont désigner des détenus qui vont être chargés de gérer les corps, mais dans un fonctionnement quasiment normal, fin 41, qui relève juste du fonctionnement d'une morgue, pour faire très très simple. Et ça n'a pas de rapport avec la Shoah, la solution finale. En fait, il y a un élément déclencheur fin février 1942 qui se déroule non pas à Auschwitz, mais dans un autre endroit, à Kulmów, en allemand, ou Chelmno, en polonais, où il y a des plaintes qui sont enregistrées par l'administration allemande parce qu'il y a des corps qui ressortent. Et c'est pour ça que, alors, dans la mémoire, le nom de Chelmno s'est imposé, sauf qu'on perd de vue que Chelmno n'est plus en Pologne, la Pologne n'existe plus, et qu'on est à Kulmów, en Allemagne, et que donc des administrés allemands se plaignent qu'il y ait des corps qui ressortent. Ce qui va poser un problème administratif, c'est sale, ça pose des problèmes avec l'opinion publique allemande. Et donc, Müller, le chef de la Gestapo, émet un ordre, le numéro d'ordre dans le registre, c'est numéro 1005, qui va donner son nom à l'opération qui va suivre. Il va émettre l'ordre d'ouvrir les fosses où on a enfoui les Juifs et de procéder à la destruction des corps. Et là, on est vraiment début 42, donc il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas du tout par crainte d'un Nuremberg qui n'existe pas, début 42, ils sont devant Moscou. C'est vraiment un problème de salubrité
pour pas contaminer les nappes phréatiques, parce que ça sent mauvais, etc., d'opinion publique, il ne faut pas braquer les Allemands au cas où il y a des corps qui ressortent. Et donc, il y a des unités qui vont commencer à être mises en place un peu partout. Le commandement de l'opération est confié à un homme qui s'appelle Paul Blobel, qui était dans un des Einsatzgruppen, le C. Il a fait une dépression nerveuse, du coup, il a été retiré de l'Einsatzgruppen, mais quand il s'est rétabli, on lui a confié l'opération 1005. Et à partir du printemps 1942, on va voir littéralement fleurir, entre guillemets, des unités de détenus juifs qui ne sont pas immédiatement assassinés et qui sont chargés de gérer les cadavres ou alors de gérer les juifs qui arrivent, comme à Belzec, Treblinka ou Sobibor, mais comme dans d'autres endroits aussi qui sont beaucoup moins connus, comme le lieu d'assassinat de Ponard, qui est à côté de Vilnius, ou à Babillard, qui sert de lieu d'assassinat de masse pour les juifs après le grand massacre. Et donc il y a tout un ensemble d'unités qui ont toutes des noms très différents. Il y a un témoignage qui a été relativement connu, puisqu'il a même été traduit en français, d'un homme qui est rescapé d'un lieu d'assassinat à Lvov, aujourd'hui Lviv. Et cette unité-là était appelée la Brigade de la Mort. Donc, Brigade de la Mort à Lviv, Sonderkommando à Auschwitz. Il y a d'autres termes qui sont utilisés. Il y a Leichenkommando pour, en gros, commando de cadavres. Il y a Arbeitsjuden qui est utilisé dans certains endroits et qu'on entend évoquer dans Shoah. Toutes ces unités ont un point commun, ce sont essentiellement des juifs, pas exclusivement, mais essentiellement des juifs qui sont chargés de gérer les corps à la place des nazis. Et je vais conclure sur un exemple qui est très important, qui vous montre justement à quel point leur rôle est totalement annexe. Il faut vraiment le comprendre. Il a été essentialisé après la guerre pour tout un ensemble de raisons, mais il est annexe. À Babillard, où l'assassinat se sédentarise, des camions à gaz vont être envoyés. Et ces camions à gaz vont être, au bout de quelques semaines, refusés par les tueurs allemands de Babillard, qui vont répondre à Berlin, la méthode est trop sale, on ne va pas l'utiliser. Et en fait, la grande question d'analyse du document, c'est pourquoi cette méthode est trop sale. Et en fait, les historiens, on s'est rendu compte d'une chose, c'est que c'est le même système qui est à Chelmno, des camions à gaz qui sont utilisés pour assassiner les Juifs. À Chelmno, ça va fonctionner pendant quasiment 3 années, et pas à Babillard. Pourquoi est-ce qu'ils jugent que c'est trop sale? Parce que les Allemands qui étaient en poste à Babillard n'ont pas eu l'idée, il faut vraiment l'entendre, de garder des Juifs en vie pour vider les camions. Et donc, ils ont réfuté l'usage des camions à gaz. Tout simplement, c'était trop sale, c'est eux qui devaient les vider. Ça, ce qui vous montre la logique de fonctionnement. À la place, ils ont continué à exécuter les gens en leur tirant dans la tête. Tout cela pour dire que le Sonderkommando a été essentialisé, c'est l'unité la plus connue parmi toutes ces équipes, alors qu'il y en a eu littéralement des dizaines un peu partout en Europe qui ont été chargés d'exhumer les corps ou dans les centres de mise à mort ou même sur les grands lieux de fusillade de l'été 41 ou de l'hiver 42, entre l'Ukraine, la Biélorussie, les pays baltes, peut-être même éventuellement dans le territoire polonais. Merci. Alors on va revenir à Auschwitz-Birkenau, parce que là on a sur un peu plus de 2 années, si j'ai bien compris ce que Igor nous a dit, à peu près 2000 hommes, que des hommes, pas de femmes. Il faut toujours faire du gender aujourd'hui, hein, faut jamais oublier. Donc 2000 hommes qui vont finalement faire une sorte de noria pour assurer l'assassinat d'à peu près 1 million d'enfants, de femmes et d'hommes. Donc c'est cela que vous avez étudié. Alors, comment arrive-t-on à cette révolte? C'est-à-dire pourquoi, brusquement, en octobre, le 7 octobre 1944, est déclenchée une révolte? Et comment cette révolte est-elle organisée? C'est une révolte très organisée, ce n'est pas une révolte, c'est pas une impulsion, c'est vraiment une révolte organisée. Est-ce que vous pouvez, puisqu'on est quand même là pour cet anniversaire, nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on arrive à cette révolte? Et puis une question subsidiaire, est-ce que vous établissez un lien entre la révolte et entre les 4 photos connues prises non pas dans, mais de la chambre à gaz? C'est un lien qui est établi par
dans le fil de Saul par le réalisateur. Voilà mes questions. Przede wszystkim teraz już bardziej konkretnie chcę się wypowiedzieć na temat historii Sonderkommanda. Po pierwsze, Tal ma rację. De l'histoire des Sonderkommando. Tal a raison. Dans une certaine mesure, il y a eu une évolution des Sonderkommando. Au début, c'était des groupes de prisonniers qui travaillent dans les camps, dans les crématoriums qui brûlent les corps. Ce n'est pas un grand groupe. Au début, ce sont quelques dizaines de corps par jour. Donc, c'est un travail qui peut être réalisé par un petit nombre de prisonniers, au début principalement des Polonais. À partir de 1942, lorsqu'il commence à y avoir des convois de Juifs qui viennent être amenés au camp de la mort, c'est principalement à Birkenau, dans les maisons appelées maisons blanches et rouges. Donc c'est le crématoire numéro 1. Et ceci est le début de ce vrai, pour ainsi dire, Sonderkommando. Et quel est le contexte à Auschwitz? Ces prisonniers, comme je l'ai dit, ne pouvaient pas refuser ce travail. Mais ils sont isolés, ils sont coupés et ils ne peuvent pas passer à d'autres tâches dans le camp. S'il s'agit des prisonniers polonais qui travaillaient en 40-41, alors parfois ils étaient affectés à d'autres tâches. Mais les Juifs qui travaillaient dans les chambres à gaz n'avaient plus la possibilité de changer de tâche. Pour eux, un changement d'activité, ça signifiait la mort. 2000 personnes, ce sont des personnes qui ont travaillé dans les Sonderkommando depuis sa première composition, la première sélection qui a eu lieu en avril 1942, jusqu'à la fin du camp. Donc on peut estimer qu'il y a eu environ ce nombre de personnes dans les Sonderkommando. Il y avait des équipes d'environ 400 personnes, parfois plus, parfois moins, lorsqu'ils étaient moins nécessaires. Et donc, une réduction de l'équipe, ça voulait dire la mort, parce qu'ils n'étaient plus nécessaires au travail. Et ils étaient conscients du fait qu'il y avait certaines hésitations au nombre de personnes travaillant dans Sonderkommando, que parfois il en fallait plus, parfois moins. Il y a eu une première révolte. Nous, on parle de celle d'octobre, mais des révoltes, il y en a eu vraisemblablement plusieurs. Les traces de la première révolte, on en a en 1942. Malheureusement, on ne sait pas beaucoup de choses à ce sujet, mais on sait qu'une partie des membres du Sonderkommando, quelques personnes de Birkenau, a été d'un coup envoyé au bloc 11, c'est-à-dire ils ont été mis en état d'arrestation. Donc probablement ils ont été interrogés, torturés, et donc on peut soupçonner qu'il y a eu un mouvement de résistance, une tentation de révolte. La deuxième révolte, en décembre 1942, à la fin de l'exhumation de fosses communes, comme Tal l'a dit, il y a eu d'autres lieux d'extermination. À Chełmno, il y a eu l'opération Reinhardt. Et donc au début, il y avait des fosses communes, mais après, il y a eu les crématoires à Birkenau. Les corps étaient brûlés à l'extérieur sur du bois, en même temps que les corps des fosses communes. Et cette crémation en 1942 et les changements dans l'équipage des Sonderkommando ont mené les membres du Sonderkommando à se révolter, mais ils ont été trahis. Ils ont été donc assassinés dans le bloc numéro 1. Et après, le même jour, les SS ont formé une nouvelle équipe de Sonderkommando. Et justement, de cette nouvelle équipe, qui a été principalement composée de Juifs venant du nord de la Pologne, c'était des personnes qui avaient déjà passé un certain temps à Auschwitz, comme les frères Dragonov ou Schmidt. C'était des personnes qui avaient déjà un peu vécu. Aussi, Henrik Miller avait travaillé au crématoire numéro 1 en 1942, et ensuite, il a été transféré au Sonderkommando de Birkenau. Et il fait partie des peu de rescapés de cette première phase des Sonderkommando. Et donc, ils étaient conscients que n'importe quelle sélection, pour eux, signifiait la mort. Il y a eu une deuxième révolte en février 1944, lorsqu'il y avait peu de transports de convois de Juifs amenés aux chambres crématoires, aux chambres à gaz. Et donc, il y a eu le signe qu'il fallait se préparer à une certaine autodéfense. En 1943, à l'automne, à part d'Auschwitz et Birkenau, il y avait dans la zone industrielle d'Auschwitz, le Industriehof en allemand, il y avait une usine qui servait à créer des pièces d'artillerie, des munitions d'artillerie. Il y travaillait des Juifs et surtout des femmes.
C'était des femmes qui appartenaient à des membres, à des équipes de résistance, et elles avaient décidé de voler de la poudre et de les transmettre aux membres du Sonderkommando. L'idée, c'était qu'une partie de ces explosifs servirait à faire sauter les fours crématoires, pas tous les bâtiments, mais les fours crématoires, et une partie des charges explosives devrait être utilisée contre les SS lors d'une tentative de fuite, d'évasion. C'était le plan, c'était le projet. Pourquoi est-ce que j'en parle? Messieurs, dames, ce n'est pas que les Sonderkommando, en se révoltant, voulaient juste sauver leur propre vie. Non, ils voulaient faire quelque chose de grand. Ils voulaient détruire les crématoires et détruire l'outil d'extermination, le mettre hors d'état d'usage, au moins pour un certain temps. Et c'est pour cela qu'ils ont fait ces photos. Veuillez voir que c'était des gens qui étaient réalistes et ils se rendaient compte que les chances de salut de s'en sortir étaient minuscules. Mais ils ont pris des énormes risques. Ils ont pris ces photos qui ont été un énorme témoignage de ce qui se passait au quotidien dans les crématoires. J'ai entendu plusieurs théories au sujet de ces photos, que certains voulaient les faire passer à l'Occident pour prouver aux Alliés ce qui se passait à Auschwitz. Peut-être que c'était ainsi. Mais dans les manuscrits, dans les témoignages des Sonderkommando, ils parlaient plutôt de cette idée qu'il s'agissait de faire passer à la postérité un témoignage de ce qui avait lieu à Auschwitz. Ainsi, messieurs, dames, le 7 octobre, ça a été le moment lorsque une prochaine sélection parmi les Sonderkommando était prévue et donc ils ont décidé de se défendre. Voilà quelle est la genèse de la révolte du 7 octobre. Je vais reposer encore une question. En fait, l'espèce de vulgate qu'on connaît de la révolte du 7 octobre, ce sont ces 4 femmes qui travaillaient à cette usine, Nürnberger, et qui ont réussi à soustraire de quoi. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces 4 femmes, peut-être même donner leur nom? Il y a un mur des noms ici, c'est toujours bien de donner les noms, et nous expliquer un peu comment les choses se sont passées. Et qu'est-ce qui est advenu de ces 4 femmes? L'un ou l'autre, hein, mais je me dis qu'il est venu de Cracovie, qu'il en repart, donc il faut en profiter. Messieurs, dames, ces femmes ont perdu la vie en général en raison de cette poudre qu'elles ont transmise. Ça va au-delà des questions individuelles, mais ces femmes sont tombées aux mains des SS, elles ont perdu la vie, et en raison de cette activité qu'elles ont eu de transmettre de la poudre. Estera Weisblum, Regina Schafierstein, mais également donc Regina Schafierstein, Regina Weisblum. Il me manque un nom. Excusez-moi, c'est la fatigue d'hier. Le nom va me revenir dans un instant. Donc, 4 femmes qui ont réalisé un grand acte, ce vol d'explosifs pour les transmettre au Sonderkommando. Samuel Leventhal lui-même a dit que sans cette poudre qu'ils ont réussi à obtenir, les prisonniers du Sonderkommando n'auraient pas été en mesure de fuir aussi loin à l'intérieur du camp. Malheureusement, ils ont échoué dans leur principale tâche qu'ils s'étaient donnée, à savoir de faire exploser ces grenades dans les fours crématoires. Dans le plus grand crématoire aurait été mis hors d'usage. Et on sait à partir des manuscrits que lorsque les prisonniers ont débuté cette évasion, une partie d'eux est sortie du bâtiment pour faire sauter justement ces fours crématoires. Une autre question donc à vous deux. Donc on connaît assez bien les manuscrits qui ont été publiés d'abord, si ma mémoire est bonne, par Berelmark de l'Institut d'histoire des Juifs et qui ont été republiés ici sous le titre des... le livre de Berelmark, c'était les rouleaux d'Auschwitz. Les rouleaux... Attendez, donnez le dernier nom. Ella Gertner, c'était le nom de la 4e de ces femmes. Et au sujet des manuscrits, voilà. Donc je termine. Ils ont été donc republiés sous le titre Des voix sous la cendre. Les rouleaux, c'était quand même une analogie avec les rouleaux de la Torah. Donc on connaît, puis bon, j'ai parlé de Nadjari. Qu'est-ce qu'il y a, à votre avis,
qu'a apporté de plus à la connaissance historique d'aller regarder les dossiers des SS qui avaient été en poste dans les Sonderkommando de Birkenau. Ça, c'est ma première question. Et puis ensuite, la deuxième question qui est pour vous deux, qu'est-ce qu'apporte à la connaissance de la révolte du Sonderkommando et des Sonderkommando en général les photos aériennes d'Auschwitz? Messieurs, dames, les manuscrits des Sonderkommando qui ont été trouvés après la guerre, il y en a plusieurs. Les listes Hermann, qui a été déporté depuis la France, c'était un immigrant juif polonais qui était parti en France et après il a été déporté depuis Drancy et il a enterré une lettre à sa famille près de crématoire. C'était une des premières lettres qui a été trouvée. Il y a aussi trouvé les lettres de Langfuss, qui était un homme très religieux. Il y a plusieurs témoignages qui parlent de lui. C'est un homme provenant du nord-est de la Pologne. Il y a les manuscrits de M. Samuel Leventhal, comme vous l'avez dit, madame, qui a été trouvé parmi les derniers plusieurs années après. Mais je voulais citer un homme que j'aimerais citer en dernier car il est extraordinaire, c'est M. Gradowski. Zaumen Gradowski, c'est un homme qui écrit à côté des baraques des Sonderkommando, sous le toit du crématoire, et il écrit d'une manière tellement littéraire. J'ai un fragment de ses mémoires, je ne vais pas les sortir maintenant parce qu'on n'a pas le temps et en plus je les connais presque par cœur. Mais, messieurs, dames, Gradowski décrit comment les gens vont vers les chambres à gaz. Il décrit comment on ouvre les chambres à gaz et comment on retire les corps des femmes. Et il écrit la chose suivante. Il y a encore quelques instants, elles respiraient, elles conversaient et une fois dans leur vie libre, elles souriaient. Leur beau corps était à une époque l'objet du désir de beaucoup d'hommes et maintenant on tire ces corps salis. Dans un instant, on va être transporté vers les fours et les portes de l'enfer vont s'ouvrir et d'ici 15-20 jours, il n'en restera aucune trace. Ils sont ici trois, une femme, un homme, un enfant. Ils ont sûrement été joyeux lorsque leur descendance est née. Ils voulaient avoir une vie heureuse. Maintenant, ils sont allongés, morts. Bientôt, il ne restera d'eux aucune trace. Messieurs, dames, Gradowski n'écrit pas comme un prisonnier, il écrit comme un homme de lettres, le cœur rempli de douleur. Et pour cela, messieurs, dames, j'ai toujours lutté, je vais toujours lutter pour la mémoire des membres du Sonderkommando, car ils n'étaient pas, comme on a dit parfois dans l'historiographie, des travailleurs sales. Non, c'était des hommes, des êtres humains qui ont eu énormément de douleur pour ce qu'ils étaient en train de voir. Évidemment, les témoignages font mention de crimes. Les témoignages de Gradowski sont très littéraires. Ils touchent l'âme. Ils disent comment de l'être humain a été arraché la liberté, la paix. Et l'homme n'est pas en mesure de transmettre ces choses. Mais ces témoignages matériels, comme les photos, sont plus des preuves plus historiques, presque qui relèvent de la justice. Parce qu'après, il y a eu aussi des témoignages de la résistance polonaise de l'extérieur. Et tout cela était très important. Si on compare les photographies aériennes effectuées par les Américains en 1944, on voit exactement les traces de ces fosses communes qu'on voit sur les photos réalisées par les membres du Sonderkommando. Et donc, on voit cet engrenage que ces choses se concordent. Et cela est très important parce que c'est une des preuves qui permet de s'opposer à ceux qui veulent nier l'existence de l'Holocauste. Avec grande douleur, je dois effectuer cette tâche car c'est un sujet très difficile pour quelqu'un comme moi qui est dévoué à la thématique de l'Holocauste, de se confronter parfois avec des personnes qui nient ce crime. Merci. Non, c'est bon. Vous n'avez pas répondu à la deuxième partie de ma question, qui était qu'est-ce qu'a apporté à la connaissance de l'histoire des Sonderkommando de Birkenau l'examen des dossiers de SS.
et combien vous en avez regardé. Voilà, c'était ça aussi. Et après, on reviendra sur les photos avec Tal. Więc proszę Państwa, Messieurs, biorąc pod dames, uwagę to, że mamy rękopisy więźniów Sonderkommando, étant donné qu'il y avait les manuscrits des Sonderkommando, leurs témoignages après la guerre, leurs mémoires, les entretiens qui ont été faits par l'historien israélien Gideon Greif, j'ai approché ce sujet de manière un peu différente. J'ai décidé que nous vérifions toutes les sources que je considère comme des données dures, pour ainsi dire, les données qui viennent comme d'une boîte noire d'un avion. Et là, c'est un témoignage qui est sans ambiguïté, qui ne peut pas être modifié. On sait très bien que l'avion s'est écrasé au sol avec telle vitesse, il est tombé de telle altitude. Et donc, il me s'agissait de faire ça, de confronter les témoignages des prisonniers avec ceux qu'il y avait qui nous provenaient des camps. Ce n'était pas facile parce qu'une grande partie des documents a été perdue. Beaucoup d'éléments liés à la Shoah ont été camouflés ou ont été cités avec euphémisme. Mais lorsque j'ai commencé à confronter les témoignages avec l'histoire du Sonderkommando, nous avons pu rectifier certaines informations. Un élément important que j'ai rectifié, c'est cette idée populaire, cette vision des Sonderkommando comme quoi ils étaient éliminés tous les 3 mois. Non, messieurs, dames, ils n'étaient pas éliminés tous les 3 mois. Il y a plusieurs raisons. Je ne vais pas citer tous les aspects pour dire pourquoi ils n'étaient pas tous liquidés tous les 3 mois. Mais il y a une raison principale. Ils ont été tués tous une fois, c'est lorsqu'ils se sont révoltés. Et après, il y a eu une sélection. On a choisi certains qui allaient continuer à travailler, certains ont été emmenés dans des lieux inconnus. J'ai parlé avec des prisonniers qui avaient participé au Sonderkommando et ils m'ont dit que si j'avais su que j'allais mourir dans 3 mois, je n'aurais pas fait ce travail. C'était une illusion créée par les SS, que tu vas travailler et donc tu seras nécessaire. Et tant que tu es utile, ta vie se prolonge. Et donc, ils ont utilisé cette faiblesse de l'être humain, cette faiblesse qui nous ordonne de rester en vie, sans doute. Mais des témoignages de SS, des manuscrits aussi de prisonniers, nous permettent de dire qu'il n'y a pas de contradiction qui permettent de mettre en question ce rôle des Sonderkommando. Et selon les témoignages que nous avons retrouvés après la guerre, ne sont pas contradictoires. Et cela me semble être très important parce que cela confirme que ces informations transmises par les prisonniers de Sonderkommando ont été également confirmées par les témoignages des SS. Je recommence. Tal, les photos. Est-ce que tu peux d'abord brièvement rappeler quels sont les types de photos qui sont à la disposition quand on veut faire de l'histoire des camps d'Auschwitz-Birkenau, et puis ensuite réinsister sur qu'est-ce que ces photos nous permettent de connaître de la question des Sonderkommando. Oui, je peux. Et de fait, tu peux le faire. Je peux le faire. En fait, contrairement à ce qu'on se représente, il y a une myriade de photographies qui sont disponibles. Igor Bartosik peut même mieux en parler que moi, puisqu'il travaille dessus depuis très très longtemps, mais très rapidement, il y a tout un ensemble de photographies qui ont été prises par les services photographiques du camp. Il y a 2 services, pour aller très vite, il y a 2 services photographiques, le service anthropométrique, et puis il y a un plus petit service qui est le service photographique du service de construction de la Bauleitung d'Auschwitz, et ils vont photographier énormément de choses. Alors, tout ne nous est pas parvenu et loin s'en faut, mais par exemple, il y a un album très important qui compte plus de 500 photos, qui s'appelle l'album de la Bauleitung. Annette Gevorkya a écrit dessus en 2005 sur son livre qui s'appelle Auschwitz, 60 ans après, c'était... non, 50 ans après. 60, j'ai du mal. Donc, elle en parlait dans ce livre, et... ces photos qui montrent la construction, mais qui sont juste des photos qui documentent, comme n'importe quelle administration documente ce qu'elle réalise. Sur ces photos, il y a littéralement une myriade d'informations, et Igor Bartosik a réussi à localiser sur une photo à l'arrière-plan la seule photo connue à ce jour du Bunker 2, c'est-à-dire une des 2 premières chambres à gaz à Birkenau. Donc elles sont vraiment très riches si on sait les regarder. Et un des grands problèmes avec l'image en général, c'est qu'on n'apprend pas à les regarder. Donc il y a tous ces ensembles qui ont été générés
par les services SS du camp, dont l'album connu sous le nom de album de Lily Jacob, qui en lui-même est un album très particulier, mais on sait que les services photographiques d'Auschwitz ont fait énormément d'albums, pas que des photos. Par exemple, il y a une visite du ministre de la Justice du Troisième Reich, Thierack, à Auschwitz pendant la guerre, et Heust lui envoie un album en souvenir. Et ce document-là, on n'a pas l'album, on a la lettre qui a été utilisée à Nuremberg, qui dit « Veuillez trouver l'album qui rappelle votre visite à Auschwitz ». Donc, ils ont photographié énormément. Une partie non négligeable, même si elle est, comme pour toutes les archives d'Auschwitz, très partielle, nous est parvenue. Donc ça, c'est le premier ensemble. Le deuxième ensemble, c'est les 4 photographies prises par Herrera, les photos du Sonderkommando en août 1944. Et enfin, il y a l'autre ensemble qui sont les photographies aériennes prises par les Alliés. Et ces photographies aériennes prises par les Alliés, elles sont connues depuis relativement longtemps, depuis les années 70. Elles ont été un enjeu, puisqu'il y a eu toutes les questions dans les années 70, est-ce qu'on pouvait comprendre, est-ce qu'on pouvait savoir. De nouveau, j'invite à lire l'ouvrage d'Annette Vievorka sur Auschwitz, où elle faisait un point sur toutes ces polémiques qui sont très largement vaines. Mais sur ces photographies prises par les Alliés, on peut aujourd'hui, et l'aujourd'hui est très important, distinguer énormément de choses. Et quand je dis aujourd'hui on peut distinguer énormément de choses, on peut le faire parce qu'on dispose d'un savoir. Ce savoir-là, il était inconnu en 1944 ou en 1945. Je vous donne juste un exemple très rapidement. J'ai laissé la parole à Igor ensuite, puisque lui doit partir. Mais quand vous regardez un des premiers rapports livrés par des évadés d'Auschwitz, qui est le rapport Verba-Wetzler, 2 juifs slovaques qui s'évadent en avril 1944, qui réussissent à rejoindre la Slovaquie, écrire un rapport qui est diffusé auprès des chancelleries alliées, ils dressent un plan très intéressant du camp de Birkenau. Et sur ce plan du camp de Birkenau, il marque 4 chambres à gaz. Il les indique très, très clairement. Donc on peut se dire, ben voilà, on savait où il fallait frapper à partir de la diffusion de ce rapport, alors que ce rapport a été diffusé qu'à l'été 1944, quasiment à la fin de l'histoire. Mais il y a un élément qui n'est pas dans ce rapport, et qui n'est pas un reproche, c'est juste, ça montre que même en étant sur place, vous ne pouvez pas tout comprendre. Verba et Wetzler ne sont pas dans le Sonderkommando. Et donc, ils ignorent qu'il y a une autre chambre à gaz qui est beaucoup plus loin, le bunker 2 que j'ai évoqué, qui n'apparaît pas sur le plan qu'ils ont dressé parce qu'ils n'en ont pas la moindre idée. Ils n'ont jamais pu le voir parce qu'il est caché par des bâtiments et même par des arbres. Et donc, jusqu'à la fin de la guerre, on ignore qu'il y a cette chambre à gaz de l'autre côté. Autrement dit, dans les années 70, il y a une première série d'historiens et même d'analystes de l'OSS, autrement dit la CIA, qui essayent de comprendre ces photographies, vont comprendre un certain nombre d'éléments, puis ensuite d'autres historiens vont comprendre des éléments, et après il y a notre génération, Igor et moi, puisqu'on s'est appuyé sur ces photographies, où on dispose d'un savoir qui a été élaboré par des générations successives d'historiens et de témoins, et qui nous permettent de comprendre énormément de choses. Alors les plus évidents, c'est la fumée qui s'élève, par exemple des fosses d'incinération qui ont été creusées au printemps 1944 au moment de la déportation des Juifs de Hongrie, mais on a aussi... Sur certaines photos, on peut voir le bunker 2 et les fosses qui s'étirent derrière le bunker 2, alors que communément on dit qu'il n'y a pas de photo des bunkers. Si, il y a ces photos aériennes, on voit le bunker numéro 2, même si ce n'est pas une photo prise depuis le sol. Et on peut continuer comme ça à pointer tous les éléments qui concernent et le fonctionnement du complexe d'Auschwitz, mais aussi le fonctionnement de la machine d'assassinat et de destruction. Et j'ai juste conclure sur un autre élément qui montre aussi comment nos représentations, quand je dis nous, c'est nous, il y a cette idée qu'il n'y a pas de photo de la chambre à gaz. Ce qui est faux, il y a plein de photos des chambres à gaz. Dans l'album de la Bauleitung, il y a plein de photos qui montrent les crématoires. Ou alors, on voit le bunker 2 à l'arrière-plan. La photo qui ne nous est jamais parvenue, c'est la photo de l'intérieur d'une chambre à gaz. Mais pour le dire rapidement, si vous prenez en photo l'intérieur d'une chambre à gaz, vous prenez juste une photo de vide. Et c'est ce qui se retrouve dans les photos prises par Herrera. Herrera, qui est au cœur du processus de destruction, qui en a le témoin le plus proche, comme tous les autres Sonderkommando, ce qu'il photographie, ce n'est pas la chambre à gaz, ça ne l'intéresse pas, c'est l'avant, les femmes qui se déshabillent dans le sous-bois, et l'après, les corps que les Sonderkommando sont obligés d'extraire et d'incinérer. Ce qui montre à quel point quelqu'un qui est là-bas, plongé au cœur de l'enfer, pour reprendre un des titres qui a été donné au manuscrit des Sonderkommando, pour lui, la chambre à gaz, c'est presque anecdotique.
C'est pas ça qu'il veut montrer. Alors que nous, depuis 70 ans, enfin nous, pas nous forcément, mais il y a plein de gens qui veulent une photo de la chambre à gaz. Non, je crois que pour avoir suivi de très près, comme tous les gens de ma génération, c'est une question de génération, les polémiques, Godard, Lanzmann, Wajman, enfin, je ne vais pas revenir sur ces polémiques. Ce qu'on n'a pas, c'est un film ou une photo qui montre la mise à mort dans la chambre à gaz. C'est-à-dire, ce n'est pas le bâtiment de la chambre à gaz, mais c'est voilà, c'est la façon dont le gaz opère. Et là, on est en fait sur un grand débat qui a existé sur d'autres questions. Je me souviens, tremblement de terre au Mexique, où on a foutu une petite fille qui était en train de mourir, qu'est-ce qu'on a le droit de filmer et de photographier, quelles sont les images en Colombie, pardon, quelles sont les images de la mort. Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. C'est les négationnistes, notamment, qui insistent sur l'idée qu'on ne voit jamais l'intérieur. Là, je ne pensais pas à la polémique, Godard, Lanzmann, etc. Alors, on va revenir donc à la question que Tal posait à Igor. Et moi, je lui poserai, avant qu'il parte, une question sur qu'est-ce qui va se passer demain au musée d'Auschwitz pour commémorer le 7 octobre 1944. On est obligé de donner la date maintenant, l'année. Więc ja tu chciałem jeszcze nawiązać do zdjęć Sonderkommando, je voudrais revenir szczególnie chciałem nawiązać do et faire référence à la conversation Tal que nous avons eue il y a plusieurs années. Je ne sais pas si tu te souviens, nous étions à table et ces photos étaient devant nous et il y a une photo sur laquelle on voit des corps allongés et on voit les membres du Sonderkommando qui passent parmi eux et on voit que l'un bouge le corps fortement. Est-ce que tu te rappelles de ce moment? Nous avons eu la même pensée, que c'était une marque de respect. Il s'inclinait car il ne voulait pas marcher sur les corps. Et donc ça complète ce qu'on voit sur ces photos, outre les éléments historiques, on voit le comportement des membres du Sonderkommando dont nous avons longuement parlé. Demain, à 13h30, l'heure à laquelle a commencé il y a 70 ans la révolte à côté du crématoire numéro 4, là où les membres du Sonderkommando ont attaqué ils ont attaqué les SS. Ensuite, les prisonniers du bloc numéro 2 se sont joints avec eux. Donc, je serai avec mes collègues du musée. Nous allons allumer des bougies. Et il y avait la même ambiance. Il y avait le même jour à Auschwitz, à 80 jours. C'était un jour sans nuages, 17 degrés, il va faire très beau. Donc, en général, il fait le même temps qu'à Paris, mais ça va être la même météo qu'il y a 80 ans. Hormis cela, on va avoir deux présentations, deux exposés. La première va être faite par mon chef, M. Piotr Setkiewicz, qui va parler des révoltes à Auschwitz, parce que la révolte la plus connue, c'est la révolte des Sonderkommando, mais il y a eu d'autres plus petites révoltes. Et ensuite, je vais, encore une fois, en détail, avec les documents liés aux révoltes, parce qu'il y en a plusieurs qui sont... dont il y a des témoignages, il y a des télégrammes, il y a des témoignages de la police allemande qui parlent de certaines évasions. Donc nous allons en parler, nous allons analyser ça demain. Ceci dit, mesdames et messieurs, je dois dire que c'est très douloureux que le 7 octobre, c'est une journée particulièrement douloureuse pour l'histoire des Juifs. Et avant que vous partiez, je vais vous poser une dernière question qui est: quels sont les résultats de cette révolte? C'est-à-dire, au-delà du symbole, au-delà du fait que cela montre que les Juifs, suivant l'expression, ne se sont pas laissés conduire comme des moutons à l'abattoir, qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat sur le fonctionnement des chambres à gaz? Et est-ce qu'il y a eu des internés qui ont été sauvés grâce à cette révolte, qui ont pu s'évader? Mesdames et messieurs, commençons par ce que nous pouvons considérer comme un succès de la révolte. C'est qu'il y a un des crématoires au nord du camp qui a été brûlé. C'est le crématoire 4 dans notre documentation du musée. D'autres l'appellent le crématoire numéro 3. Il y a différentes numérotations.
Il y a une numérotation qui a servi pendant quelques mois en 1943, lorsque le crématoire 1 était à Auschwitz et les crématoires 2 et 3, plus grands, étaient à Birkenau et les crématoires 4 et 5 étaient plus au nord. Et ensuite, lorsque il y a eu le crématoire numéro 1 à Auschwitz, la numérotation des SS a changé. À Auschwitz, c'était le 1, les 4. Donc le crématoire 4 ou 3 selon l'autre numérotation a été brûlé, mais ceci dit, ils ne sont pas parvenus à faire sauter les fours crématoires. Les prisonniers du bloc 4 n'ont pas été en mesure de se joindre à la révolte. Nombreux ont été fusillés, soit sur le moment, soit lors d'une exécution massive qui a été faite par rétaliation, représailles plus tard par les SS. Mais il y a eu l'histoire de 80 membres du crématoire numéro 2 qui avaient choisi la bonne direction de fuite, d'évasion, parce qu'ils sont allés vers le sud et ils voyaient les montagnes qui donnaient une bonne voie, mais ils ont été poursuivis par les SS qui ont fait feu. Malheureusement, tous ces prisonniers sont morts. On sait qu'au cours de cette évasion, 3 personnes ont été tuées à la baïonnette par des SS, mais on sait qu'en somme, 2 membres du Sonderkommando et un 3e prisonnier qui s'est joint à eux au cours de cette fuite n'ont pas été attrapés immédiatement. Ceci dit, on ne sait pas ce qui leur est advenu par la suite. Donc, vraisemblablement, ils ont réussi à fuir le 7 octobre, mais par la suite, ils n'ont pas survécu, malheureusement. Merci. Attendez, il reste 4 minutes. Donc, je vais quand même raconter un souvenir, parce que beaucoup de gens ici connaissent, ont connu Ida Greenspan. Ida, elle avait été déportée, elle travaillait à Lidenwerke, et elle racontait comment elle avait été témoin en janvier, c'est-à-dire en fait tard après la révolte, de la pendaison d'au moins une des responsables du transport de la poudre. Donc ça va être ma dernière question. Il me semble que les 4 femmes dont vous avez donné les noms n'ont pas été identifiées immédiatement, n'ont pas été immédiatement arrêtées, même si on peut parler d'une arrestation pour des gens qui sont déjà à Auschwitz, mais l'ont été plus tardivement et ont été pendus dans le camp de femmes qui n'était pas à Birkenau, mais qui était à Auschwitz I. Est-ce que ce dont je me souviens d'Ida est exact? Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur ces femmes, sur ce qui leur est advenu après? Jeszcze raz powtórzę. Więc jak najbardziej jest to prawda, że C'est tout à fait vrai. egzekucja odbyła się Et il y a eu une exécution des prisonnières qui ont fait passer cette poudre, pas à Birkenau, mais dans la nouvelle partie d'Auschwitz, donc dans ce que les Allemands appelaient le Lager Erweiterung, l'expansion du camp. Des femmes ont été amenées là-bas en 1944, celles qui travaillaient pour l'usine Union, et donc en 1945, elles y ont été exécutées. Évidemment, les SS, lorsqu'ils ont lutté avec les membres du Sonderkommando, qui avaient pu jeter ces grenades, les SS ont remarqué qu'ils avaient de la poudre. Donc le lien avec l'usine Union était assez évident. Donc les SS ont mené une enquête, on a des preuves et on sait que des prisonniers ont été emmenés à Auschwitz I et après une enquête, les SS ont réussi à obtenir, probablement de manière très douloureuse pour les prisonniers, des informations. Ils ont pris ces femmes et les ont exécutées. Ça a été une exécution publique sur le territoire d'Auschwitz. Il y a quelque chose de poignant dans la chronologie, parce que 7 octobre 1944, la révolte, novembre 1944, la décision prise par le Reichsführer SS Heinrich Himmler d'arrêter les gazages, donc un mois après. Et quand on pense à ces femmes qui ont été pendues en janvier, elles ont été pendues 15 jours peut-être avant que l'armée rouge entre dans les camps d'Auschwitz. Donc, si peu de temps avant la
avant la fin. Voilà, je crois qu'on peut remercier Igor, mais vous partez pas, parce que maintenant, on va vous donner Tal en pâture. Tal tout seul. Merci beaucoup, Igor. Szanowni Państwo, pozwolicie jeszcze, że ja się osobiście pożegnam. Bardzo dziękuję za przybycie. Mesdames et Proszę mi messieurs, wybaczyć je vais mój prendre krótki congé. przerw, ale Veuillez tylko m'excuser muszę d'être być ici zdać aussi się brièvement, mais je raz dois do être à Auschwitz Polski. demain, donc je dois Bardzo rentrer en Pologne dziękuję tutaj immédiatement. za zaproszenie. Je Było vous nam remercie miło sincèrement pour cette poznać. invitation. Ça a Tal to été mój un przyjaciel, plaisir de więc faire votre tym connaissance, bardziej madame. cieszę się bardzo, że z J'étais Państwem heureux byłem. de revoir Tal, I, szanowni d'avoir été Państwo, avec vous, mesdames et messieurs. zachowajmy pamięć o Et wyjątku s'il vous plaît, souvenons-nous des prisonniers, des Sonderkommando, gardons-les dans nos cœurs. Merci. Bon, alors, la question à Tal, c'est quand tu es intervenu, je ne vais pas faire semblant de le vous voyez, hein, ça serait ridicule, mais quand tu es intervenu tout à l'heure, tu as en quelque sorte banalisé les Sonderkommando en montrant que finalement la décision prise par les SS à partir du début de l'année 42 de faire disparaître les corps, de traiter les corps, de faire traiter les corps et de confier aux Juifs cette tâche un peu dégoûtante, il faut bien le dire, et tout à fait particulière. Donc, ce n'était pas le propre... mais qu'est-ce qu'il y a qui fait quand même une particularité des Sonderkommando de Birkenau? Il y a plusieurs choses pour... Maintenant qu'Igor est parti, c'est-à-dire que je ne suis plus tenu par le temps, je peux m'étaler tant que je veux, donc je vais m'étaler, mais il y a plusieurs choses. D'abord, alors, et ça, Igor le souligne dans son livre, qui malheureusement n'est pas disponible en français sur les Sonderkommando, il souligne à quel point la perception biaisée du des membres du Sonderkommando, elle est imputable à plein de gens, à commencer par Rudolf Höss. Rudolf Höss a fait des tartines sur le Sonderkommando dans ses mémoires qui sont très largement en plus mythomanisées. Enfin, c'est un mythomane pour plein de raisons. Il est largement misogyne. Je pense que tu te rappelles des extraits que tu avais pointés dans Auschwitz 60 ans après. Il est foncièrement antisémite, évidemment. Mon livre que moi maintenant. Et ouais, mais donc, il a brossé un tableau infect des Sonderkommando, mais il y a aussi un autre problème. Alors, tout le monde ici est en admiration devant Primo Levi, mais Primo Levi constitue un cas à cet égard à propos du Sonderkommando. C'est que Primo Levi, qui va réfléchir à ce qu'il va appeler la zone grise, s'appuie sur l'exemple du Sonderkommando. Mais le problème, c'est que Primo Levi, il est détenu à la Bouna. Autrement dit, à quasiment 10 km de Birkenau. Du Sonderkommando, il ne connaît strictement rien, il ne les a jamais vus. Il ne connaît que ce qui a circulé dans le camp ou après la guerre. Autrement dit, ce n'est pas un témoin de première main qui soit visuel ou même olfactif. Il n'a pas rencontré de Sonderkommando. Et pourtant, il va en parler, en disant que c'est le pire du pire, tout en disant je ne peux pas les juger, mais c'est quand même effroyable, etc., etc. Donc, effectivement, il y a une particularité du Sonderkommando. Mais en même temps, si on retourne la chose et qu'on réfléchit plus largement, et l'exemple de Primo Levi est très intéressant à cet égard, c'est que ce qu'on appelle le Sonderkommando à Auschwitz, qui est identifié avec le processus de destruction, est très différent. Quand on regarde ailleurs, à Treblinka, et Julie Mack dans l'introduction a rappelé les évadés de Treblinka ou de Sobibor, vous avez deux équipes, une qui est chargée de la réception, une qui est chargée de la crémation des corps. En fait, il y a, si je traduis en utilisant le terme Sonderkommando, le Sonderkommando, c'est l'ensemble de ces deux équipes. À Auschwitz, le Sonderkommando n'est chargé que de l'accueil dans la chambre à gaz, pas sur la rampe. Alors qu'à Treblinka, ils sont chargés de l'accueil sur la rampe. Autrement dit, Primo Levi a vu sur la rampe le commando qui est chargé de l'accueil sur la rampe, qui fait partie du processus de destruction. Les femmes qui travaillent au Canada, et il n'y a que des femmes qui travaillent au Canada, autrement dit le secteur d'entrepôt où on trie les biens des Juifs qui ont été assassinés, ces femmes, elles font partie du processus de destruction. À Treblinka ou à Belzec ou à Sobibor, on trie, les Juifs qui font partie de ce qui se rappelait le Sonderkommando, trient les objets. Sauf que pour Primo Levi, n'existe
que la partie Sonderkommando telle qu'elle est définie par les SS. Je ne sais pas si vous m'avez suivi. Autrement dit, Primo Levi, qui a vu les équipes à la réception sur la rampe, les a pas identifiées comme faisant partie du processus de destruction. Il a vu les équipes chargées d'embarquer les bagages, puisqu'il en parle, il ne les a pas identifiées comme faisant partie du processus de destruction, alors que tous ces gens-là, ailleurs, ils sont recouverts par l'appellation Sonderkommando, si elle était à l'œuvre. Est-ce que je peux noter que tu te contredis toi-même? Non. Mais je vais quand même le noter. Enfin, tu peux le noter, mais je tu viens de pas. Tu viens de dire qu'au Canada, hein, c'est comme ça qu'on avait surnommé, il n'y avait que des femmes. Et dans le même temps, tu dis que ce sont les gens du Canada qui sont à la rampe. Et à la rampe, il n'y a que des hommes. Et bon, mon grand-père a travaillé au Canada. Mais je ne me suis pas contredit. Voilà. J'ai dit l'équipe qui était chargée de récupérer les bagages sur la rampe, qui est distincte des femmes qui travaillent à l'intérieur du Canada. Mais le Canada reste un commando mixte. Les femmes même si les tâches sont genrées, comme on dirait aujourd'hui. C'est pas tant que c'est mixte, c'est que les femmes trient et sont à l'intérieur des baraques, et les hommes amènent les bagages de la rampe vers eux. Ils déchargent. Mais les hommes ne sont pas chargés du tri. Là, c'est ultra genré pour le coup. Et ce qui est appelé Commando Canada, c'est les hommes qui sont sur la rampe. Et il y a un deuxième Commando Canada. En fait, c'est la Lagersprach. Sinon, c'est je ne me rappelle plus du terme en allemand, mais le Commando Canada homme a un autre nom à Auschwitz, et c'est les déportés qui ont appelé ça Commando Canada. Voilà. Donc, ce n'est pas tant moi qui me contredis. Donc, ce n'est pas contredit. Bon. Pas trop. Bon, enfin, même pas du tout. On laisse la parole maintenant. Si vous avez des questions, tout ce que vous voulez savoir de Sonderkommando, sans avoir osé le demander, vous pouvez le demander. Ah si, et je vais rajouter une chose avant qu'il y ait la question. Il y a un autre livre qui n'a pas été évoqué sur le Sonderkommando, qui est le témoignage d'un homme qui a eu un très bref passage au Sonderkommando, qui s'appelle Abraham Ben-Roubi, qui a été travaillé par Annette Vievorka. C'est Maurice ? Jean-Michel. C'est pas Abraham ? Le petit arbre de Birkenau, c'est Ben-Roubi, mais c'est pas Abraham. Si le prénom me revient, je vous le dirai. Ça a été publié chez Albin Michel. C'est un livre assez intéressant parce qu'il y a à la fois son témoignage, qui est un témoignage du premier Sonderkommando, c'est-à-dire de l'époque des bunkers de la maison, des deux maisons de paysans transformées en chambre à gaz. Mais ce qui est intéressant dans ce témoignage, c'est qu'en même temps, il y a le journal qu'a tenu sa femme pendant que Ben-Roubi, dont le prénom m'échappe, était déporté. Il a été déporté par ce convoi de 42, du 15 juillet 42, qui est parti d'Angers, le convoi d'Henri Borland. Donc il est resté, il est arrivé tôt, relativement tôt, en ce qui concerne les Français, à Birkenau. Et puis ensuite, il a été muté dans une mine. Je crois qu'il a été muté à Javichowitz, si ma mémoire est bonne. Donc il n'est pas resté, mais c'est un témoignage tout à fait exceptionnel du premier Sonderkommando avant qu'il y ait la construction de ces grands complexes de chambres à gaz crématoires. Bonsoir, merci pour votre présentation. Moi, j'avais deux questions sur des personnages qui reviennent souvent dans ce que j'ai lu ou entendu sur les Sonderkommando. L'un sur un des bourreaux qui revient beaucoup, qui est le personnage d'Otto Moll, dont j'aimerais pouvoir entendre de votre part un petit peu son parcours et pourquoi est-ce qu'il est aussi singulier dans la mémoire des déportés, ou en tout cas ça m'apparaît comme ça. Et après sur peut-être un des acteurs de la révolte, une des victimes qui est Tauber, dont on entend dire qu'il est rentré, Henrik Tauber, qu'il est rentré très tôt dans les Sonderkommando, qu'il a survécu longtemps et qu'il était un acteur important de cette journée du 7 octobre. Et je voulais savoir si c'était vrai et si vous pouviez nous rappeler un petit peu les événements. Alors Otto Moll, il a une particularité, il faut l'entendre pour ce que ça veut dire, c'est un psychopathe. C'est pas juste un SS. Alors, il y a toujours ce truc de dire les SS sont très très méchants, je pense qu'on est tous au courant. Ils sont nazis, ils sont SS et ils sont pas sympas. Mais Otto Moll est un vrai psychopathe au sens psychiatrique du terme, qui en plus est handicapé, enfin
bien bon pour sa gueule, mais il est handicapé du visage, mais c'est bien bon pour lui. Et qui va être en charge d'abord de la crémation des corps en 1942, qu'Igor a évoqué tout à l'heure. Donc c'est lui qui va chapeauter les équipes des premiers Sonderkommando, en fait, qui sont chargés de brûler les corps, et qui au printemps 44 il va être ensuite nommé chef d'un des camps satellites d'Auschwitz. Et au printemps 44, il est mis en charge de tout le centre de mise à mort, c'est-à-dire toutes les chambres à gaz. Et c'est lui, et là on a des descriptions, notamment dans le témoignage de Philippe Muller, 3 ans dans les chambres ou une chambre à gaz à Auschwitz, je ne me rappelle plus du titre. Dans une chambre à gaz. Philippe Muller décrit ce qui se passe au printemps 44, où c'est Automol qui fait creuser les fosses d'incinération, c'est ultra... Enfin, et le type est vraiment... Tous les rescapés qui en témoignent soulignent à quel point ce type est ultra violent. Il tue pour le plaisir, il se distingue des autres SS, ce qui veut dire quand même quelque chose. Et bon, l'histoire finit bien, il est arrêté, il est condamné à mort, il est exécuté, donc au revoir Automol. Mais c'est le personnage sans doute, si on met Rudolf Höss à part, c'est le personnage le plus emblématique de l'assassinat de masse. Parce que autant Höss est éloigné de l'assassinat de masse parce qu'il est commandant de l'ensemble et il s'en mêle que vaguement. Moll, c'est le type qui s'en occupe directement, quitte à tuer lui-même avec plaisir. Voilà. Donc Moll est un personnage très particulier qu'on peut rapprocher d'autres individus comme un type qui avait été surnommé la poupée à Treblinka. Oui, enfin, on ne va pas tous les nommer. Dire la poupée, c'est assez ridicule, parce qu'il avait le teint d'une poupée en porcelaine. Oui, bon, c'est pas le sujet. Et l'autre question sur Henrik Tauber. Henrik Tauber, Igor le connaît beaucoup mieux que moi. Tauber, c'est un des rescapés juifs polonais du Sonderkommando. Alors ça a été dit, mais il faut le redire. En fait, il y a le Sonderkommando, c'est-à-dire le commando qui est dédié à ça, et puis il va y avoir des juifs qui vont se succéder aux Sonderkommando. Il va d'abord y avoir des juifs des ghettos de Pologne, puis ensuite il va y avoir des juifs, par exemple, du convoi 49, et qui sont connus parce qu'il y a des témoignages. Les ghettos de Pologne, c'est notamment parce qu'il y a des rescapés et qu'il y a des manuscrits enfouis. 49, il y a David Holler et puis Strasvogel qui ont laissé des témoignages. Et puis il va y en avoir d'autres, les Grecs qui ont une empreinte très importante par les témoignages, notamment, et les photos également, mais aussi par la figure de Herrera, qui est l'homme qui prend les photos, qui est une figure qui se distingue dans la masse, parce que tout le monde, en fait, parle de Herrera. Dans plein de témoignages de prisonniers à Auschwitz, on vous parle de Alberto Herrera, qui était visiblement un type ultra charismatique. Voilà, donc on connaît les Grecs, on connaît des Hongrois, puisqu'il y a des Hongrois qui ont été sélectionnés en mai 1944, et qui est problématique par ailleurs. Oui, il y a effectivement Miklos Nisli, qui est un médecin hongrois, qui a fait un témoignage, mais qui fait partie des témoignages problématiques, parce qu'il a caché certaines choses. Il explique qu'il arrive sur la rampe, que Mengele demande des médecins et qu'il le sélectionne pour l'envoyer aux Sonderkommando, alors que les documents montrent qu'il a été envoyé 1 mois à la Buna, et qu'après, il a été réexpédié à Birkenau. Donc on a plein de témoignages. Et en même temps, il y a des témoins. Donc on sait qu'il y a des Hongrois, on sait qu'il y a des Français, on sait qu'il y a des Polonais. Il y a eu des Néerlandais qui ont été sélectionnés à un moment. Il n'y a aucun rescapé néerlandais, il n'y a aucun témoignage de Néerlandais. En fait, il y a une succession de couches de nationalités. À chaque fois qu'ils avaient besoin de rajouter des hommes dans le Sonderkommando, ils les prenaient sur un convoi qui arrivait. Donc on a les Polonais, les Français, les Grecs, etc. Il y a aussi des Lituaniens, il y a des Slovaques comme Müller et d'autres. Et donc tout ça fait que dans tout cet ensemble, il y a ceux qui sont très connus. Herrera est relativement connu aujourd'hui, Nadjari est connu aujourd'hui, Mendelbaum, que Igor a très bien connu, ils ont été très proches et très connus, et Henrik Tauber, comme les frères Dragon, sont des rescapés juifs de Pologne qui ont témoigné très tôt. Tauber et un des 2 frères Dragon ont réussi à s'évader au moment des marches de la mort et reviennent témoigner dès la fin de l'hiver 1945 auprès de la commission extraordinaire qui est mise en place par les Polonais à Auschwitz. Donc il fait partie des premiers témoins qui vont être très rapidement oubliés. Il y a une chose qui est intrigante ou intéressante, je ne sais pas sous quel angle il faut l'aborder. Annette tout à l'heure a rappelé
le procès de Jérusalem, sauf erreur de ma part, j'ai passé du temps à vérifier, mais je peux être contredit, il n'y a pas un rescapé du Sonderkommando qui témoigne au procès de Jérusalem. Non, mais il y a A.G. Wells, non pas A.G., Oui, mais il y voilà. a Wells, C'est le qui juif. lui, c'est l'opération 1005. C'est 1005, c'est Voilà, le juif, oui. mais c'est Oui, pas oui. Auschwitz. Non, non, Pour non. Auschwitz, on Mais a de toutes que les des façons, rescapés l'opprobre a longtemps pesé sur le Sonderkommando et pas sur les Sonderkommando autres. et pas sur les autres, absolument. Une autre question? Il y avait madame, oui. Oui, merci. Tout d'abord, je voudrais signaler les nouvelles de Wolf Jewiorka que l'on peut lire et qui sont magnifiques de votre grand-père et C'est très gentil, je Ah suis oui. d'accord avec vous. Très, très précieuses. Donc les droits d'auteur vont à la maison de la culture yiddish, donc Ah. je le fais sans... Ah, très Voilà. bien. Eh ben, moi non plus, Sans je n'ai être aucun intéressé. intérêt, mais c'est absolument magnifique et c'est à lire. Je me posais une question. Est-ce que la suspicion que vous avez soulignée sur les Sonderkommando pendant des décennies, est-ce que ça aurait un rapport avec la méfiance envers les Judenrat dans les... qui, notamment Rumkowski à Lodz, qui ont eu mauvaise presse pendant très longtemps. Et est-ce que ça aurait un rapport ou pas du tout? Ben, je ne sais pas si Tal ne sera peut-être pas d'accord avec moi. Moi, je pense qu'il y a effectivement un ensemble qui trace une ligne du capot aux policiers juifs des ghettos, aux Judenrat et aux membres des Sonderkommando. Quand l'État d'Israël est créé, pendant une brève période, le droit en vigueur reste le droit britannique de la période mandataire. Et puis il y a la fameuse loi de 1950. Je devrais pouvoir donner l'année en année biblique, mais je ne le sais plus. Et c'est une loi qui est la loi qui prévoit de punir les collaborateurs juifs. C'est la loi qui va servir pour Eichmann. Mais avant de servir pour Eichmann, parce que pas un cheveu de la tête des juristes israéliens qui mettent sur pied cette loi peut penser qu'un jour, il y aurait un nazi qui se fourvoierait jusqu'en Israël et que les Israéliens n'ont jamais été intéressés par la punition des nazis. Mais cette loi, elle sert à des procès qui ont lieu effectivement de policiers de ghetto et de membres de Judenrat qui, après la guerre, se sont retrouvés en Israël. Et Israël est un tout petit pays. Hein. Il y a 500 000 habitants, 700. Il y a 1 million d'habitants, 61 ans d'Eichmann. Donc, vous allez acheter votre pain et vous tombez sur le policier du ghetto ou le capot. Et tout ça va changer avec le procès Eichmann. Avec le procès Eichmann, il va commencer à y avoir une compréhension de ce qu'avait été, enfin, ce qu'a très bien raconté Igor, c'est-à-dire ce qu'avait été réellement la vie dans les camps, la vie dans les ghettos, et cette espèce de choix impossible qui avait été laissé aux gens de faire, d'être membre du Sonderkommando. Donc je pense que c'est à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui mute, mais il faut encore très longtemps. Et l'opprobre va continuer sur les membres du Sonderkommando. Moi, je me souviens d'un livre d'Agenben, de philosophe très, très en cours, Agenben, qui commence tout de suite dans la préface à dire « ce sont les membres du Sonderkommando, ce sont les Juifs qui ont assassiné les Juifs ». Donc, c'est très commode de dire ça. Donc, je pense que l'inflexion, elle est Eichmann, et puis ensuite, dans les années 80, où on revisite ces choses-là. Mais ce que je voudrais dire, c'est que les témoignages ont été recueillis très tôt. C'est-à-dire que l'Institut historique juif de Varsovie et le musée d'Auschwitz, le musée qui a été établi tout de suite, hein, le musée d'Auschwitz a été établi par les prisonniers politiques polonais qui ne sont pas partis. Ils ont tout de suite recueilli des témoignages. Ça veut dire que ces témoignages de Sonderkommando, une partie de ceux qui ont été publiés par Berelmark en les années 60 à peu près. Voilà. Ce sont des témoignages qui ont été recueillis très vite. Mais on peut même aller plus loin. Les premiers témoignages qui sont recueillis, c'est même avant ça. C'est Oneg Shabbos qui recueille les témoignages des évadés de Chelmno
qui recueille des témoignages des évadés de Treblinka. Et à ce moment-là, ceux qui Dans le témoignent... ghetto de Varsovie, précise peut-être ce qu'est... c'est un service de résistance qui est dédié au recueil des archives du ghetto et à l'écriture de l'histoire de ce qui est en train de se dérouler. Mais ce qui est important, c'est que ces hommes qui témoignent à ce moment-là, ils ne sont pas perçus comme, ensuite, après 1945, ils vont être perçus. Ils sont perçus comme des témoins de premier ordre qui expliquent ce qui est en train de se passer. Et effectivement, il y a un basculement après la guerre. On peut souligner, et Annette, je souscris totalement à ce que tu as dit, avec non pas une réserve, non pas une réserve, juste une chose, c'est que Eichmann, c'est à la fois le moment où ça commence, mais c'est aussi le moment où Hannah Arendt commence à raconter n'importe quoi, notamment sur les Judenrat. Et va servir la soupe, et va servir la soupe à un truc qui est, parce que tu as rappelé les âneries, pour rester poli, pour ne pas dire conneries, je l'ai dit, d'Agenben, mais en fait, c'est ce qui revient depuis 1945 dans la bouche des antisémites, c'est les juifs, c'est quand même les Judenrat, la police dans les ghettos, les Sonderkommando, et donc les juifs qui ont participé. Non, les juifs, ils n'ont pas participé. Comme dans toutes les populations, il y a des juifs qui se sont très très mal comportés, voire ont été des collaborateurs, comme le groupe qui était appelé les 13 au ghetto de Varsovie, par exemple, qui sont des collaborateurs de la pire espèce, mais l'immense majorité des gens qui ont été plongés là-dedans, comme Igor l'a rappelé pour le Sonderkommando, mais comme pour les gens des Judenrat, comme pour les capots, ce sont des gens qui ont essayé à la fois de survivre en jouant dans des marges et de protéger les autres. Il y a quelques années, j'avais été invité ici, je vais finir là-dessus, Julie, j'avais été invité ici pour parler de mon petit bouquin sur Auschwitz, qui est sorti 10 ans après le grand livre d'Annette sur Auschwitz. Et j'avais été interpellé par quelqu'un dans la salle qui trouvait que je disais pas assez de mal des capots. J'ai dit que je n'étais pas d'accord avec cette vision biaisée des capots. Donc je me suis fait insulter comme il était à l'époque de Bonalois. Ouais. Et puis, il y a une voix qui s'est élevée au fond de la salle, tout au fond, que j'ai reconnue immédiatement, qui a dit... Moi, j'ai une capot qui était une peau de vache, mais elle m'a sauvé la vie. C'était Ginette Kolinka qui était au fond, qui était venue m'écouter et qui a expliqué ce qu'étaient les capots. Et qu'effectivement, elle avait une capot qui la battait, mais le fait qu'elle l'ait battue, ça lui a sauvé la vie. Et que la capot a fait en sorte, tout en exerçant le pouvoir qui lui était conféré, de l'épargner en même temps parce que Ginette avait commis, entre guillemets, une faute par rapport au fonctionnement du camp. Donc on est dans des choses très complexe, très subtil à analyser, et le fait d'avoir été un capot ne fait pas de vous un collabo, comme ça a été martelé, comme ça redevient martelé depuis que l'antisémitisme est très largement à la mode de nos jours. Et ça va revenir sur le tapis, je pense, dans les mois et les années qui viennent, autour de l'accusation des Juifs ont participé à la Shoah directement. Voilà. On va prendre une dernière question. Alors, on va prendre les deux questions à la suite. Madame et puis monsieur. Alors moi, j'ai une question qui est en rapport avec ça, mais l'année dernière, il est sorti un film sur le SS qui était à l'origine des chambres à gaz. Et sa famille vivait à côté à Auschwitz. Non. Alors, c'est le commandant du camp film Rudolf qui s'appelle Höss. Zone d'intérêt et qui est un film qui est autour de Rudolf Höss. Voilà. On en dira deux mots tout à l'heure. Ouais, c'est qui était à l'origine. Oui, enfin à l'origine. Bon, on prend la deuxième question et on répond. Non, mais qu'est-ce que vous vouliez dire avec ça, madame? Je voulais dire ce que vous en pensiez. Vous êtes beaucoup plus à même d'en parler que moi. Voilà. On dira un mot sur la zone d'intérêt. Et monsieur? Je voulais savoir comment les Sonderkommando, au moment de la libération des camps, comment ils ont été perçus par les autres internés. Parce que je crois, ce que vous avez expliqué, c'est que les Sonderkommando vivaient à part du reste du camp. Est-ce qu'il y a eu des règlements de compte par les autres Il n'y a aucune raison qu'il y ait des règlements de compte. Non, mais je veux dire, oui. c'est là où il y a quelque chose de très important, c'est que la vision, le prisme négatif sur les Sonderkommando n'est apparu qu'après. Les Sonderkommando, ce n'est pas des capots. Il y a un souvenir qui remonte, qui est ce film merveilleux, Exodus. Je ne sais pas si vous vous rappelez avec Paul Newman, de l'époque où on aimait Israël. Et dans ce film, il y a un jeune homme
qui rentre dans l'Irgun, je crois. Enfin, en tout cas dans la Haganah ou dans, je ne sais plus exactement, et qui ment, qui sort d'Auschwitz et qui ment, et que on oblige ses responsables militaires l'obligent à avouer qu'il a été dans le Sonderkommando. Donc il y a une scène assez émouvante du jeune homme qui se débat lui-même et qui finalement avoue, et à partir du moment où il a avoué, il est accepté, il est réhabilité, il est accepté. C'est donc un des grands personnages d'Exodus. Donc ça veut dire qu'il y a quand même cette présence, et cette présence qui pose un problème, mais ce problème, une fois que la personne a expliqué ce qu'elle avait fait et le reconnaît, il n'y a plus de problème. C'est-à-dire qu'il n'est pas considéré comme ayant été traître ou voilà. Mais ça veut dire que au moment du tournage d'Exodus, c'est-à-dire tout début des années 60, c'est le roman de Léon Urvis, absolument, ouais, ouais, mis en scène par Otto Preminger, que je conseille de revoir. C'est un film magnifique. La zone d'intérêt Zone d'intérêt, je n'ai pas trouvé ça tellement intéressant, pour dire la vérité. Donc, je sais qu'on a beaucoup discuté de ce film. C'est effectivement un film qui est tourné à partir de la famille de c'est-à-dire de cette maison qui est toujours là, hein, qui est toujours là, et qui jouxte le camp. Donc, j'ai trouvé que c'était très largement déjudaïsé, qu'on était dans ce courant qui vous explique, un courant un peu fonctionnaliste, que c'est des mécanismes généraux. Bon, j'ai pas trouvé que le film était si bien que ça. Mais je sais pas ce que tu en as pensé. Bon, t'as aimé ce film? Non, alors, aimer un film sur Auschwitz, difficilement, mais j'ai pas trouvé si fonctionnaliste que ça, pour aller vite, et j'ai trouvé qu'il y avait des choses intéressantes. Pour moi, c'est pas un chef-d'œuvre non plus, mais je trouve que ça amène une autre façon de penser le rapport à Auschwitz. Mais effectivement, enfin, tu as raison, il y a presque pas de juifs dans le film, sauf qu'il y a la cheminée. Oui, bah ça au cinéma, on ne les sent pas, les odeurs. Donc, je ne peux pas vous dire si. Mais c'est un film qui pose plein de questions, et sur la représentation d'Auschwitz, je trouve qu'il n'est pas inintéressant. Voilà, c'est juste ça. Mais je ne dirais pas que je l'ai aimé, parce que je me suis endormi 2 fois, donc c'est quand même que j'ai plus aimé Star Wars ou Indiana Jones que La Zone d'intérêt. Ou X-Men, qui est un excellent, enfin qui est une des meilleures évocations de mon point de vue sur la Shoah et sur Auschwitz, et je le dis le plus sérieusement du monde, en sachant que je suis enregistré par les caméras du mémorial.